C'est l'été et pendant l'été, les technos sont toujours là. Bonjour, les technos pendant l'été, il fait beau, il fait encore clair quand on enregistre, ça change un peu. Merci de nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube, Apple Podcast et tous les autres, les bonnes applications de podcast, j'ai l'habitude à dire. Et pendant l'été, les épisodes des podcasts sont un tout petit peu différents. D'abord parce que vous ne nous voyez pas, et ça vous l'avez peut-être déjà vu il y a 2 semaines, que vous ne nous voyez pas, parce qu'il y a 2 semaines on a fait un épisode audio uniquement. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui présente, c'est Seb. Marc a pris quelques jours de repos bien mérités. Mais je ne suis pas tout seul. Comme d'habitude sur les technos, nous avons 2 acolytes. D'un côté, j'allais dire à ma gauche, mais tu es au milieu sur l'image, parce que vous ne nous voyez pas, mais nous, on se voit. Il y a Thierry. Bonjour Thierry, en direct de ces montagnes. Salut Seb, salut Xavier. Et du plat pays, Xavier. Salut tout le monde. Qui décidément rempile pendant les vacances. Tu fais plus de techno pendant les vacances. Il est très présent, comme d'habitude, j'avais décidé de diminuer le rythme, mais bon voilà. Finalement, c'était une résolution de courte durée. L'actualité non plus ne prend pas de vacances, à en juger par la conduite que vous nous avez préparée, avec 8 sujets, un agenda bien rempli. Et on commence tout de suite avec la lettre A et Xavier. Xavier, une carte du monde originale. Qu'as-tu trouvé cette semaine ? Alors, c'est l'ami Corben qui m'a inspiré cette news avec l'ASCII. Donc, on parle de l'ASCII. L'ASCII, c'est ces caractères qui permettent de taper des caractères de toute forme, certains que vous avez déjà vus et d'autres que vous n'avez peut-être même encore jamais vus et que vous ignorez, dont vous ignorez même l'existence. Mais l'ASCII, c'est quand même un moyen, à l'époque, qui était utilisé pour faire des dessins ou des graphiques sur les vieilles imprimantes matricielles, etc. Et ici, il y a une particularité, c'est que ce mode a été utilisé pour créer un outil en ligne de commande qui permet de naviguer sur une carte du monde en utilisant les caractères ASCII et Braille. Alors, c'est une carte qui a été développée en Node.js, donc c'est un langage de programmation qui permet de faire tourner des applications le côté serveur et le rendu également. Ici, c'est la particularité, c'est que tout ça est en ligne de commande. Donc, ce logiciel s'appelle MapSCI. Donc M-A-P pour map et ASCII en même temps, et ça permet de générer des tuiles vectorielles qui utilisent les données d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est compliqué. Pas facile à dire. OpenStreetMap. Voilà, j'y suis arrivé. C'était le concurrent de Google Maps qui permet de créer des cartes détaillées. Et la particularité de ça, c'est qu'on va pouvoir aussi les explorer directement depuis le terminal auquel on va se connecter. Donc on va avoir comme fonctionnalité une navigation qui est assez intuitive, puisqu'on va pouvoir utiliser la souris ou les flèches du clavier pour se déplacer et même pour zoomer dans la carte. On va pouvoir voir les points d'intérêt on va pouvoir découvrir des restaurants, des parcs et monuments, etc. Bon, évidemment, tout ça est en ASCII, donc ne vous attendez pas à avoir des photos en Full HD. On va pouvoir personnaliser aussi les cartes, donc les adapter, avoir un look avec des styles particulier, on va pouvoir se connecter à différents serveurs, on va même pouvoir avoir un mode en ligne, donc si vous partez dans les belles montagnes suisses, rejoindre Thierry, que vous vous perdez, vous pourrez consulter votre map, votre carte en mode ASCII dans la montagne si vous le souhaitez, et même si vous êtes hors connexion. Alors pour l'installer, en gros c'est npm install-g mapsci, donc c'est le truc classique pour installer des applications en Node.js. On va pouvoir l'utiliser également en telnet. Et alors je me demandais, bon ok, c'est bien gentil, mais à quoi ça sert à part le côté fun? En fait, il y a une réelle utilité, c'est notamment par exemple pour des développeurs qui voudraient créer un vieux jeu dans lequel ils souhaitent intégrer une cartographie. Eh bien, ils pourraient utiliser une cartographie qui se base sur des éléments réels, donc des
déjà, rien que ça, c'est un côté sympa. Si vous avez envie de vous lancer dans la création d'un tout vieux jeu qui inclut un côté réalité augmentée avec une carte qui se base sur la réalité. Après, il y a peut-être tout un tas d'autres fonctionnalités utiles, mais voilà, je pense que ça a été fait plus pour le challenge à la base, comme beaucoup de développeurs font. Et donc, c'est sur GitHub, hein, donc vous pouvez voir la news sur Corben, on mettra le lien évidemment, mais il y a une page GitHub également. Le développeur, c'est Rastapasta, et le nom de l'application, c'est Mapsci, Mapscii. Et c'est pas tout à fait nouveau, parce que quand on va sur la page GitHub, les derniers commits datent d'il y a 1 an, les premiers commits d'il y a 8 ans, ça sort maintenant, mais c'est un truc qui existait. Ce qui m'amuse, c'est le Telnet. Si vous avez encore un client Telnet sur votre machine, vous ouvrez un terminal, vous tapez Telnet mapsci.me. Je viens d'essayer pendant que tu parlais, j'ai pas de Telnet et j'ai pas envie d'en installer un. Mais ça donne une petite air vintage comme ça aux cartes, ça rappelle un peu Minitel ou les jeux en CGA à l'époque. En texte. En gros, c'est Google Maps ou Apple Maps avec des caractères. Thierry, ça t'inspire pour ton prochain logiciel de navigation? Oui, tout à fait. Je me pose la question de savoir si la légèreté est au rendez-vous, ce qui donnerait un intérêt, un avantage à cet outil. Tu parles de la bande passante, la légèreté? Oui, voilà, oui, exactement. Pour que ça soit bien réactif. Alors, tu es très gentil de parler de Minitel, mais tu sais que c'était encore plus restrictif puisque c'était 24 sur 40, 24 lignes de 40 colonnes. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Donc, c'est vrai qu'ici, on a de la place. 104 oui, là, il y a de la 38. place, voilà, exactement. Le télétexte peut-être alors? Oui, ça donne un peu... Si vous allez voir le lien de l'article de Corben, la dernière copie d'écran, ça fait vraiment penser au télétexte qu'on avait sur la télé de l'époque, avec les 2-3 couleurs comme ça. Je ne sais pas si chez vous c'est toujours le cas, mais ici, les gens, beaucoup, n'arrivent pas à décrocher du télétexte. C'est-à-dire on peut le trouver sur la TNT, enfin au travers des réseaux câblés, mais je connais pas mal de gens autour de moi qui s'installent une application pour lire le télétexte sur le smartphone. C'est une institution en Suisse ici. Mais quel genre d'infos il y a sur le télétexte qu'on peut pas trouver sur Internet? Il y a l'équivalent de l'AFP, hein, nous c'est l'ATS, et l'ATS est le fournisseur d'informations nationales. Et avant que ça finisse chez 20 minutes ou dans la presse, dans tel ou tel groupe de presse, l'ATS est la première institution à délivrer des résultats, des infos, des choses comme ça. Et je pense que le télétexte marche bien ici, surtout en application smartphone, aussi pour les résultats sportifs ou les choses comme ça. Il faut savoir que les gens qui derrière le télétexte sont toujours très très actifs. Maintenant, c'est vrai que côté interface utilisateur, on peut faire mieux. Hein. Il y a les mieux. Jeunes qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent doivent quand même sacrément se foutre de nous. C'est quoi le ils sont en train de parler là? C'est quoi le télétexte? Alors pour les jeunes, Papy Seb vous explique, le télétexte c'est un service qui permet d'envoyer du texte en plus du signal de télévision, et donc on pouvait regarder des pages d'information de texte sur sa télévision, typiquement la météo, les chiffres du loto, les news et des trucs comme ça. Je me souvenais que la RTB, donc l'équivalent de la TSR côté belge, la télé publique belge, a annoncé arrêter le télétexte, et je viens de retrouver la news. Ça date de cette année, c'est le 12 février 2024 que la RTB a arrêté le télétexte en Belgique. Chez nous, ça existe toujours. Voilà. Chez nous, ça existe toujours. Bien, les cartes bientôt en ASCII sur le télétexte peut-être. Oui, pourquoi pas. La lettre C, C comme chat. Chat ou chien, c'est compliqué de choisir son chat ou son chat, Thierry? C'est le chat, c'est l'animal, oui. Hors caméra, j'allais dire, mais hors micro, voilà. Xavier et Seb ont eu le droit d'entendre un petit peu de questions de logistique ici en Suisse. Parce que je suis entouré d'animaux à 4 pattes. Il y en a effectivement du côté des canidés, mais il y a aussi quelques-uns du côté des félins. Et ce sujet que je vous ai trouvé, c'est en fait un vrai cas de tête, un vrai cas de figure que je vis actuellement, parce que c'est posé la question de savoir, faut-il aller vers
cet appareil en version électronique. Alors je dis cet appareil parce Quel appareil ? Voilà, justement parce que c'est un vrai casse-tête aussi. Le suspense. Oui, parce qu'en fait c'est un vrai casse-tête parce que suivant d'un pays à un autre, on le nomme pas forcément de même manière. Moi j'étais persuadé qu'on disait une litière à chat. Mais en fait la litière c'est le matériau que vous mettez dedans la caisse à chat. Mais en même temps, une caisse à chat, c'est pas une caisse. Voilà, c'est une caisse à chat, c'est pas une caisse où on met des chats dedans. Donc, ça devient compliqué. Ça devient très... J'ai des vrais soucis, hein. J'ai des vrais soucis. Je crois qu'en Belgique, on dit comme en Suisse, la litière pour le chat. Ouais. T'as entendu d'autres noms pour ça ? Oui. Moi, je confirme. Ma femme est en vacances avec les enfants. C'est moi qui m'occupe de la litière du chat. Et moi, quand on me parle de litière, je vois cette caisse avec toutes les crasses dedans. Oui, mais la litière, c'est ce qui est fini dans la caisse. Voilà, exactement. Mais donc, quelle est la news ? C'est quoi cet appareil dont tu parles ? Il y a pas de news. C'est simplement un vrai casse-tête de se dire, OK, ben voilà, comme notre ami Xavier, au lieu de se casser la tête une fois par jour ou plusieurs fois par jour à aller s'amuser avec son petit râteau nettoyé. Ah, mais ça m'amuse pas du tout. Hein. Ah, mais il y a personne. Moi, le premier, c'est d'ailleurs pour ça que je viens avec ce sujet. C'est que moi, ça fait quelques années que je vois au CES, on va dire, des dispositifs. Souvent, ils sont très gros, ils sont très ronds, ils sont très arrondis. Le lien que je partage avec vous, vous aurez l'occasion de voir 7 modèles différents. Et la question que je venais ici poser avec vous, c'était de faire de faire poser la question comment choisir. Alors, en anglais, c'est litterbox, hein, effectivement, des boîtes à litière, on pourrait presque traduire ça comme ça, où en fait, vous mettez votre sable ou le matériau que vous avez décidé, mais souvent c'est du sable, et en fait, ces appareils vont, avec des capteurs, identifier le passage de monsieur ou de madame pour la petite ou la grosse commission. Donc il y a des capteurs infrarouges, il y a des capteurs de toutes sortes. Il y a même certains qui sont équipés de caméras vidéo. Et exactement. En tout cas, alors on va peut-être pas pouvoir identifier les odeurs, mais on va pouvoir surtout, de façon sécurisée, faire que après le passage de votre ami à quatre pattes, eh bien le système se met en route avec un procédé qui est souvent identique, c'est-à-dire qu'il faut imaginer une caisse avec une entrée ronde. C'est comme un cylindre de machine à laver. Et en fait, effectivement, Minou soit sorti de ce dispositif, eh bien, il y a une grille qui va tourner et qui va filtrer le sable pour en fait mettre de côté. Souvent, le sable agglomère les matières ou le liquide, et ça permet comme ça de séparer facilement et puis de faire que ça soit automatique. Et il y a même certains qui sont équipés dans le choix que je vous ai proposé de petites capsules pour des senteurs. Donc, on va même pouvoir dispenser quelques petites odeurs. Je ne sais pas si c'est pour les humains ou pour les chats ou pour les deux, mais ça permet comme ça de pas se casser la tête à faire ce boulot. J'ai une petite préférence dans la sélection que je vous ai faite. Moi, je vous ai trouvé un article de sprucesetpets.com. C'est le Pet Kit 4 Litter Box. Il y a eu un modèle qui était je vais vous donner le Pura X, voilà, qui est très proche au niveau visuel d'une petite machine à laver, mais qui fait le job. Voilà. En tout cas pas avec le chat dedans. Et effectivement, ça permet même de suivre pour certains l'état de santé de vos amis à quatre pattes, puisque vous avez une application pour certains qui peuvent se connecter à ces appareils. Moi, je venais simplement, allez, chers auditeurs, puisque vous nous écoutez maintenant sur les technos, dites-moi, vous qui êtes aussi dans la grande famille des 30 millions d'amis, ou 20 millions d'amis, je ne sais plus combien c'était le chiffre exact de l'émission française, 30 millions d'amis, dites-moi comment vous avez effectué votre choix, si vous avez opté pour une de ces litières automatiques auto-nettoyantes, qu'est-ce qui vous a décidé? Parce que je n'ai pas la réponse, moi je vous parle juste à vous deux, Xavier et Seb, de ce que je pourrais choisir. On est quand même sur un appareil qui équivaut à $600. Hein. Voilà, ça c'est ce que j'allais dire, c'est pas donné quand même. On parle c'est pas donné. De $600. Ah, mais ça, au-delà, c'est 800. C'est le prix à payer pour le confort, peut-être. Ouais.
Il y en a même qui ont des apps. Je rêve d'avoir une notification au travail quand mon chat fait caca dans sa litière. Exactement. Hein, alors, 2 fois dans la même heure. Je fais une annonce. Si un de ces fabricants, nous on fait pas de pub chez les technos, mais si un de ces fabricants veut m'envoyer ça dans les 2 semaines qui viennent, ça m'arrange. On fera une revue détaillée. Voilà. Je peux t'aider. Hein. Si jamais vous nous entendez, je peux aider Xavier pour faire la même chose en Suisse. Voilà. Non, mais l'appel est lancé. Si vous êtes aussi à aimer les 30 millions d'amis, faites-nous part de qu'est-ce qui vous a décidé à faire le choix. Voilà. C'est pas tout à fait une news, mais c'est une petite question comme ça, estivale, puis qui est toute trouvée puisque notre ami Xavier est pour s'occuper de la litière pour chat. Voilà. Bienvenue au club. Et il y avait 2 possibilités pour la lettre C, chat et autre chose, et je te remercie d'avoir choisi chat. Voilà, tout à fait. La lettre D. La lettre D comme drone, on passe des chats et de considérations bien matérielles, on va s'élever dans les airs avec les drones. Xavier, des drones qui se gèrent, ou en tout cas on peut gérer leur trafic de façon autonome, tu nous expliques ça? Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui me parle beaucoup plus que la litière du chat. Donc c'est en fait des chercheurs de l'université de... alors, je vais pas le prononcer, on va prendre juste l'abréviation, c'est ELTE en Hongrie. Alors j'ai appris récemment comment on disait bonjour en hongrois, donc Jó estet à ceux qui nous écoutent. C'est en collaboration avec une société qui s'occupe de robotique, qui a développé et qui a démontré un premier système de trafic autonome pour drones. Donc c'est une technologie qui va permettre à une flotte de drones, mais une flotte, quand on parle de flotte, c'est vraiment des centaines, voire des milliers de drones, de voler de manière coordonnée, sans intervention humaine. Alors on sait qu'il y a déjà des spectacles maintenant qui permettre de faire remplacer un petit peu les feux d'artifice et faire des spectacles fabuleux avec des drones lumineux dans le ciel qui créent des formes, etc. Mais ici, c'est vraiment le but, c'est que cette flotte soit complètement autonome et puisse se coordonner elle-même en fonction des endroits où les drones doivent aller, etc. Alors, ils ont fait une démonstration en direct avec une flotte de 100 drones qui ont volé de manière complètement autonome. Ils se sont coordonnés, évidemment pour éviter les collisions, pour gérer le trafic de la manière la plus optimale possible. Ça utilise un modèle qui est décentralisé, qui s'organise tout seul, ce qui veut dire que chaque drone prend vraiment des décisions en temps réel et basé sur son environnement immédiat et la position des autres drones. Donc s'il y a un obstacle qui intervient de manière imprévue, etc., tout ça va se coordonner, tous les drones vont en tenir compte automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une innovation par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Je sais que dans l'équipe, on a des gens qui s'occupent un peu de trafic aérien, etc. Et donc ça devrait leur parler... ce genre de solution. Alors cette technologie, elle peut être utilisée dans différents secteurs. Alors il y a tout d'abord l'agriculture, par exemple, où on sait qu'on utilise des drones, par exemple, pour pulvériser des produits sur plusieurs terrains. Il y a le transport de marchandises. On sait qu'il y a des sociétés comme Amazon ou d'autres qui envisagent d'utiliser la livraison de colis par drone, et en particulier dans des zones urbaines où le trafic est parfois pas évident à gérer. On sait, tous les pilotes de drones savent qu'ils ont dû passer une licence et qu'ils doivent vérifier des cartes en temps réel pour savoir où ils peuvent voler ou pas. Ça change en permanence, et donc la gestion de ce trafic doit être quand même assez compliquée. Évidemment pour la défense aussi, donc il y a des applications dans le domaine militaire, par exemple pour faire des missions de reconnaissance ou autres, avec un terrain qu'on connaît pas forcément, et donc où il serait difficile de planifier une mission vraiment au préalable. Il y a plusieurs avantages, évidemment. Donc là, en termes de sécurité, ils ont démontré qu'il y avait une réduction qui était vraiment significative des risques de collision par rapport à une coordination en temps réel faite par des humains. En termes d'efficacité, les flottes peuvent vraiment gérer des quantités de drones énormes. Donc on parle vraiment même de milliers de drones sans aucune supervision. Et donc voilà, c'est une grosse innovation dans le monde
du drone et j'avais envie de soulever de porter à votre connaissance cette petite news. Ouais, l'article est intéressant. Ce qui m'interpelle, c'est que c'est le département de physique biologique qui est mis au point cette technologie et ils disent s'inspirer de comportements d'animaux et c'est vrai qu'on a tous vu ces hordes, je sais pas si on peut appeler d'hordes, ces flocs des tourneaux typiquement en automne qui changent de direction. C'est nuées. Oui, c'est un nom, mais des je nuées, merci Thierry. C'est nuées des tourneaux, je cherchais le bon mot. À moins que ça soit des troupeaux, je sais plus. Troupeaux des tourneaux. Et l'autre chose que je me demande, c'est est-ce que ça marche qu'avec des drones du même fabricant, avec le même software, même version, etc. Ou est-ce que ça va être des choses qui sont plus autonomes et capables de synchroniser, ou peut-être qu'il faut inventer un nouveau standard aussi de synchro de drone. Alors j'imagine que c'est le logiciel embarqué dans le drone qui doit être compatible avec ça. Donc pour le moment, je pense pas que ce soit comme dans l'article ils disent bien que chaque drone prend ses décisions de manière autonome. Ça sous-entend qu'il y a sans doute pas un système qui les pilote de manière complètement centralisée. D'ailleurs, on dit bien que c'est un modèle décentralisé. Donc, je pense quand même qu'il doit y avoir une intelligence embarquée dans le drone pour ça. Thierry ? C'est super intéressant parce qu'effectivement, on voit l'avancée des usages là, de drones. Alors, dans un tout autre registre, ça commence à m'inquiéter. Je suis tombé par hasard sur une vidéo de comment équiper son drone avec du matériel légèrement militaire. Donc, oui, pour le moment, évidemment. Ouais, voilà. Moi, j'adore regarder les vidéos de ceux et celles qui combattent, par exemple, les nids de frelons ou de trucs comme ça et tout. Et de voir un drone équipé d'un lance-flamme pour aller chasser l'insecte virulent comme ça fait un peu peur. Non, mais c'est peut-être un truc à suivre ici aussi en Suisse parce qu'il y a une vraie culture du drone ici en Suisse. On avait eu cette start-up là qui avait développé pas mal d'usages très concrets au drone. Ce serait intéressant que j'aille fouiller pour voir si effectivement nos amis de l'EPFL ou en tout cas toutes les personnes concernées par l'usage du drone se sont penchés aussi sur ces questions-là. Eh bien, n'hésite pas parce que là, c'est un petit teaser. J'ai prévu dans un dossier, dans un prochain dossier, de parler des métiers du drone, etc. Ah, intéressant. Je sais que j'aurai déjà un invité qui pourra nous parler de certains cas d'usage du drone. Et donc, voilà, on pourrait tout à fait combiner ça. Oui. Je pense que ça peut peux que te recommander d'aller voir les Suisses de FIA. Je vais essayer de pas... Alors, je vais retrouver leur nom parce qu'ils avaient fait un truc en anglais avec... Ils avaient inventé ce fameux drone avec une espèce de cage sphérique qui permet en fait au drone de se déplacer même dans des ruines, dans des zones un peu dangereuses, des choses comme ça. Ça a été un projet qui a vraiment été très très loin parce que l'usage là concrètement de ce type de drone pour aller inspecter des zones difficiles d'accès ou dangereuses a tout de suite permis à cette start-up qui n'en est plus une, je pense maintenant, à vraiment performer tout autour de la planète parce que les usages étaient vraiment très très nombreux. Il y a un Belge, Laurent Eschenauer, d'ailleurs si tu nous écoutes, salut Laurent, qui avait créé une start-up également au tout début des drones qui s'appelait Fly. Ils avaient levé des fonds sur... je ne sais plus si c'était Kickstarter ou Indiegogo, et ils ont été très corrects parce qu'en fait le projet n'a pas été abouti, ils ont remboursé même les backers, etc. Mais c'était un très chouette projet avec un drone justement effectivement dans une espèce de cage en forme de globe. Où le drone pouvait être touché pour éviter les dégâts, etc. C'était donc un projet assez similaire à ce que tu expliques. J'ai vu une Flyability. Voilà. J'ai vu une fausse bonne idée d'utilisation de drone il y a une semaine. J'avais la chance d'avoir été invité comme speaker dans une conférence et les gens qui filmaient la conférence, comme ça se fait de plus en plus souvent, utilisaient des drones. La conférence était dans une salle de cinéma et donc il y avait un drone qui volait pendant qu'on parlait. Alors non seulement il y avait le bruit et j'ai entendu parler, entendu, il y avait un peu le vent et puis il y avait cette bête qui tournait autour de moi pendant que je parlais, qui est quand même assez déstabilisant quand on doit parler, faire un talk en public. Ceci
Ceci dit, les images étaient géniales après. Ah oui. Mais c'est très très perturbant en tant que speaker, que présentateur quand on parle dans une conférence. Quelque chose à rajouter sur les drones? Non, Flyability, voilà, c'est le nom de la boîte, de la boîte suisse. Eh bien, prendre un contact. Il faut les voir, voilà, exactement. La lettre E. E comme livre, comme livre électronique évidemment, comme e-book, c'est Thierry qui nous en parle. Ouais. On peut pas pirater des livres? Non, c'est fini. C'est mal. C'est mal. Ah, c'est une news suisse, ça m'a fait marrer parce qu'au début je me suis dit tiens, la Z librairie, qu'est-ce que c'est les œuvres de Zemmour. On fait pas de politique dans les technos, mais j'ai tout de suite pensé à lui, je sais pas pourquoi. Puis en fait, en lisant l'article, on réalise que Z, c'est pas par hasard, puisque effectivement, ça fait pas mal d'années que cette librairie en ligne, alors ici, je suis pas en train de promouvoir le téléchargement illégal d'œuvres déposées. Un livre, c'est une œuvre, ouais. Voilà, copyrightée. Mais c'est vrai que ça commence à énerver les Français. On sait qu'en France, la culture du livre, de l'édition, de l'impression, de la distribution, de la représentation, effectivement, des œuvres littéraires fait partie de l'ADN de la culture française. Mais c'est un vrai casse-tête juridique puisque c'est une organisation, on va dire, illégale, pour pas utiliser des termes un peu plus violents, russe, qui est à l'origine de ce tracas qui est proposé comme ça à l'État français, ou en tout cas aux professionnels de l'édition. La Z Librairie est en passe d'être, et c'est dommage d'en faire de la pub, mais voilà, il faut aussi parler de choses comme ce type de fait, est en passe d'être la plus grosse librairie gratuite de livres. On a toutes sortes de thématiques, on a toutes sortes de langues, on a vraiment un catalogue complet. Au-delà de ça, au-delà des problèmes juridiques que ça pose, puisque le site, bien évidemment, même s'il est monté par les Russes, peut-être va se retrouver à changer d'adresse, de nom de domaine, de site miroir, de choses comme ça, pour déjouer chaque fois la loi. Alors dans l'article, vous verrez que la justice a quand même œuvré pour choper quelques-uns de ces intervenants. Mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est mais pourquoi faire ça? C'est-à-dire, on pourrait se dire, oui, comme les jeux vidéo, les films, il y a des gens qui adorent partager, il y a des gens qui adorent télécharger de l'illégal. Mais j'étais le premier étonné de savoir qu'on puisse le faire comme ça au niveau des livres. Alors, encore une fois, je ne fais pas ici la promotion de ce genre de système, mais j'ai quand même testé le site. Et alors, fait amusant, quand j'ai voulu télécharger un livre en format EPUB, eh bien, je suis arrivé sur une page Amazon, en boutique en ligne. Donc, est-ce qu'entre-temps, ils ont changé leur fusil d'épaule? Voilà, exactement. Est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule? Est-ce que c'est la suite logique de ce site? J'ai téléchargé aucun document entre-temps, mais voilà, force est de constater que par exemple pour le format EPUB, on se retrouve très souvent sur des boutiques en ligne. Voilà. C'était très difficile évidemment quand les livres étaient uniquement en papier. Depuis qu'ils sont numérisés, disponibles en PDF, en EPUB, oui, ça se partage comme un MP3, comme un film, comme un jeu, tu l'as dit. C'est une vraie saga policière, parce qu'on voit que ces gens ont été arrêtés. Ça date depuis longtemps. En 2022, arrêtés en Argentine. Les deux Russes, ils ont été en prison en Argentine, à Cordoba. Ils se sont évadés depuis le début de cette année et leur avocat annonce pour le moment qu'on est sans nouvelles d'eux. On ne sait pas où ils sont. Et autre chose, dans la news que tu nous as dégoté, il y a 209 noms de domaine et on en réclame encore le blocage de 98 autres, donc pour un total de plus de 300 noms de domaine qui mènent au même site. Donc il y a vraiment un réseau autour de ça, c'est assez incroyable. Ça me dépasse. Malheureusement, on va regretter que le blocage qui est mis en France, c'est juste un blocage DNS auprès des fournisseurs, donc c'est tellement facile à contourner. C'est Madame Michu, elle va être embêtée, mais les gens qui piratent, franchement, Xavier, tu pirates des livres aussi? Alors, je ne répondrai pas à ce genre de questions, non, mais en fait, oui, juste une petite remarque, j'ai été un petit peu déçu par la news parce que j'apprends effectivement que c'est juste un blocage DNS
DNS et je m'attendais à ce qu'il y ait une technologie un peu différente derrière de protection du contenu ou d'identification de contenu piraté, etc. Bon, malheureusement, c'est pas le cas et donc effectivement, en fait, ça va être une lutte un peu sans fin, comme c'est le cas avec des sites tels que de Pirate Bay, c'est pas bien, des choses comme ça où en fait il y a une pression sur les fournisseurs d'accès et sur les fournisseurs de DNS. On en parlait dans une news d'ailleurs il y a 2 semaines avec OpenDNS, etc. Malheureusement, ce sont des moyens qui ne permettent que de bloquer temporairement et quelqu'un qui veut vraiment trouvera des moyens faciles de contourner ça. Mais on ne va pas vous dire comment. Non, mais je vais vous donner quand même une astuce qui est tout à fait légale pour le coup, parce que si je viens avec ce sujet, c'est quand même pour faire un petit coup de gueule, puisque il faut savoir que quand on achète un livre ici en Suisse, eh bien le prix c'est vraiment pour les Suisses. Petite histoire, vous avez de l'édition française qui est distribuée par exemple, je ne sais pas moi, par un Fnac suisse. Donc, la célèbre maison française, elle nous verse aucun argent pour citer son nom, assurez-vous. Eh bien, en fait, très souvent, le prix est collé par-dessus la fourre physique du bouquin. Vous décollez et vous réalisez le prix en euros. Donc, même avec le taux de change, on est quand même pris pour des vaches à lait, puisque là, c'est des fois des sommes qui vont de plus 30, 35, 40, voire 45% plus cher que l'original. Donc, la petite astuce que je partage avec vous, chers amis helvétiques, qui êtes peut-être amoureux à aller en France, vous avez même le droit, ça existe, de vous faire une carte Fnac en France. Elle ne sera pas compatible avec la Suisse, mais comme ça, vous pourrez collecter des points. Ça vaut vraiment la peine parce que là, on est vraiment pris pour des vaches à lait. Voilà. Et ça, tout est légalité. Voilà. Je crois que c'est pas uniquement des vaches à lait, il y a des régimes de taxes extrêmement favorables pour les biens culturels en France, une TVA extrêmement basse et qu'en Belgique également, les prix sont plus élevés en Belgique qu'en France. Ça fait longtemps que j'ai plus acheté de livres en Belgique, puisque j'y habite plus. Je sais pas, Xavier, si tu as déjà Mais en fait, moi, c'est bien, tu me tends la perche. Moi, j'allais dire, je suis de moins en moins concerné par ça parce que je consulte de plus en plus de livres audio. Je prends le moins en moins de temps le temps de lire, mais par contre, comme je roule en voiture quand même assez souvent, ou bien j'ai des moments où je me déplace, etc. Autrement, mais les livres audio sont une bonne alternative pour moi. D'optimiser mon temps finalement et donc voilà, je lis de moins en moins de livres, que ce soit au format papier ou e-books. Il y a de plus en plus de gens qui font ça dans mon entourage. T'es pas la première personne que j'entends et c'est aussi dû à la qualité des lecteurs, puisque des grandes boîtes comme Audible n'hésitent pas maintenant à engager des acteurs connus pour faire la lecture. C'est pas c'est un gros impact effectivement sur la qualité ressentie du livre. Lettre suivante. Le F comme FinTech, la technologie et la finance, un nouveau moyen pour payer nos courses chez Carrefour. Décidément, on aura cité plein de marques dans cet épisode. Alors, effectivement, c'est Carrefour qui expérimente un système de paiement. C'est une technologie qui a déjà été testée et même, je crois, adoptée par Amazon. C'est un système de paiement qui utilise le schéma veineux de la paume de la main. Donc, c'est vraiment une technologie biométrique qui va permettre aux clients de payer en scannant la paume de leur main. Donc, en fait, évidemment, ça va soulever des questions. C'est dommage que l'autre Seb ne soit pas là pour en parler puisqu'il connaît très très bien ce sujet, mais sur la propriété intellectuelle, sur la confidentialité des données plutôt dans les grands magasins. Donc il faut savoir que on a dans notre corps plusieurs éléments qui sont tout à fait uniques. On sait que l'iris est unique, on sait que les empreintes, mais il faut savoir que le schéma veineux qu'on a est également tout à fait unique pour chaque individu. Et donc, c'est une méthode d'identification qui est considérée comme très sûre. Et Ingenico, qui est une société qui est bien réputée dans les paiements en ligne, qui est partenaire ici de Carrefour, affirme que c'est une des technologies qui est parmi les plus précises et sécurisées au monde. Ils assurent également, évidemment, que les données personnelles des clients seront protégées. Bon, ça, on sait qu'il y a déjà eu des failles, donc c'est une promesse. Ils font un vœu de faire
faire au mieux, mais on sait qu'il y a toujours des risques qui sont liés à ça. Alors, les avantages sont évidemment la fluidité en caisse. Si on paye par la paume de la main, ben on va passer plus rapidement en caisse. On ne doit pas chercher sa carte, on ne doit même pas sortir son téléphone. En termes de sécurité, ben justement, par rapport au paiement sans contact, c'est considéré comme plus sûr aussi, puisqu'on n'a pas le risque de quelqu'un qui vient scanner, enfin mettre un appareil à côté de votre poche et vous soutirer de l'argent comme ça. Et donc, une réduction du risque de fraude, tout simplement. C'est une tendance qui est assez globale. Il y a dans d'autres régions du monde, notamment en Chine, le paiement biométrique est vraiment fort utilisé, avec Alibaba, par exemple, qui utilise la reconnaissance faciale principalement. Donc voilà, c'est un test qui va débuter la semaine prochaine, mais qui pourrait se généraliser dans le futur assez rapidement. Et bon, on a Carrefour en France, mais en Belgique, on a aussi. Je ne sais pas si Carrefour est présent en Suisse. Thierry? Carrefour n'existe pas chez nous, non. C'est la Migros qui a tout le marché. Voilà, Migros, Coop, et voilà. Et Coop, il y a les soldeurs allemands qui sont arrivés. Ça fait quelques années. Soyons précis, on parle de Carrefour France ici, avec un magasin dans le 6e arrondissement de Paris, Carrefour Market Paris-Seine, qui va servir de test. Et la procédure pour nous, c'est d'aller dans l'application Carrefour, enregistrer sa carte de crédit, parce qu'au final, c'est quand même la carte qui paye, c'est pas la main, et enregistrer la main. Et donc, c'est la reconnaissance de la main qui associera la bonne carte de crédit de la bonne personne pour payer lors du passage de sortie en caisse. Il faudra se laver les mains avant d'aller faire les courses. Oui, effectivement, si on vient de jardiner, c'est peut-être pas le bon moment pour aller payer quelque chose. Je me demande à quel point ça peut être reproduit par empreinte en silicone et autres. Ouais. Aucune idée. Le boulot que ça devrait générer. Ouais. Est-ce qu'il y a des je pense que c'est moins facile à copier. Enfin, déjà pour te soutirer, te soutirer cette information-là, je pense que tu seras quand même au courant. Quoi. Une hache, tu coupes le poignet. Mais une fois qu'on est identifié, oui, on pourrait reposer la question à l'autre Seb. Est-ce qu'on pourrait imaginer cette technique pour faire autre chose que des paiements, pour faire de la carte de fidélité, par exemple et pourquoi la main plutôt que les yeux également? Est-ce que c'est une question de capteur, de lecteur? Peut-être que le geste est moins intrusif de passer la main au-dessus d'un capteur plutôt que de regarder une caméra. Est-ce que tu as déjà vu des expériences similaires côté helvétique? Non, mais j'ai appris quelque chose sur un sujet un peu similaire au niveau des paiements. C'est que, on parlait de la Migros, désolé, il y a de ça pas mal d'années en arrière, c'est quasiment les années 70, 70 pour les francophones qui nous écoutent, que l'avènement de la caisse automatique a vu le jour chez nous. C'est-à-dire, là, c'est pas du tout du rétinien, des systèmes de paiement dont cite Xavier. C'est carrément, vous savez, ces fameuses caisses où on arrive puis on se débrouille tout seul. Donc là, il n'y avait pas forcément encore le gros usage qu'on connaît des cartes de paiement, mais les gens pouvaient, à la Migros, venir avec leurs billets et leurs pièces et faire le compte automatique de leurs achats et les payer en phase d'automate, qui était certes quand même, comme c'est un petit peu le cas maintenant, mais en moindre mesure, accompagné d'une caissière qui expliquait aux gens comment faire. Et puis c'était assez drôle parce que c'était vraiment une innovation, moi qui a passé complètement à la trappe, qui n'a pas duré. Parce que c'était pas dans l'ADN des Suisses de se dire tiens, je me débrouille tout seul pour faire le total de mes achats et de payer en plus tout ça par moi-même. Et puis il y a eu aussi, je pense, le phénomène de tiens, je vole des places de travail par rapport à une caissière qui pourrait faire ça à ma place ou qui pourrait m'aider à le faire. Donc voilà, comme quoi c'est pas forcément rattaché à la technologie, ces méthodes, mais plutôt des us et coutumes. Donc peut-être ce que raconte Xavier va venir, mais en même temps, il me semble qu'Amazon est revenu en arrière sur, par exemple, ces fameux shops où en fait il n'y a personne dedans, où on peut choisir ses articles et puis on ressort parce que les caméras ont vu les produits qui sont sortis, ont vu que les produits qu'on a choisis, et puis effectivement est capable aussi de rattacher à la personne. Alors je ne sais plus comment ça fonctionnait, si c'était... Alors
pour y avoir été plusieurs fois, que ce soit à Londres ou à Seattle, il y a beaucoup de gens dans ces magasins, mais il n'y a pas de caissière. Et d'après Amazon, il y a le même nombre d'employés que dans un magasin traditionnel avec caissière, sauf qu'ils font des tâches différentes. Ils s'occupent d'accueillir les clients, ils remplissent les rayons, etc. Et c'est vrai que début de l'année, je crois qu'il y avait eu des news qu'Amazon réduisait un peu la voilure, arrêtait d'ouvrir des nouveaux magasins, essentiellement à cause du coût d'exploitation de cette technologie. Il y a beaucoup d'IT derrière pour reconnaître les choses. C'est marrant que tu parles d'Amazon parce qu'ils utilisaient effectivement dans certains magasins la paume de la main pour laisser rentrer sortir, donc identifier les clients. Ils l'utilisent dans certains bureaux à Seattle également aussi pour remplacer le badge. Vous savez, dans les environnements corporate, d'entreprise, on a tous un badge, on doit badger pour rentrer, badger pour sortir, le porter en permanence, etc. Et là, ils expérimentent aussi, aux États-Unis en tout cas, parce que je ne suis pas certain qu'en Europe on puisse utiliser des données biométriques pour faire ça, mais ils utilisent la paume de la main pour rentrer dans les bureaux et sortir des bureaux. N comme navigateur avec Google, et donc on va parler de Chrome, je suppose, Thierry. Oui, et puis on va surtout oser le titre que je me suis permis de partager avec vous, quand Google, tout compte fait, se fout de votre... se fout de nous, en fait, puisque c'est une news qu'a partagé notre ami Marc, qu'on salue au passage, qui nous écoutera dans ses petites oreilles peut-être dans ce prochain épisode. Et c'est une news qui est vraiment très très fraîche puisqu'elle est tombée hier. Aujourd'hui on enregistre, il est le 24 juillet, donc vous voyez il se passe des choses pendant l'été. Et moi j'ai cru comprendre que cette news elle est peut-être pas tombée par hasard en plein été parce que généralement l'actualité est un peu plus calme et puis on voit moins passer des trucs qui pourraient choquer. Ça y est. Il fallait s'y attendre. Google laisse tomber les cookies tiers. Non, laisse tomber l'abandon des cookies tiers. Faut se voir. On en avait déjà parlé dans les technos ça fait des années que Google allait abandonner les cookies tiers, etc. Ouais. Bah non, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. C'est trop compliqué. Je pourrais. On parle d'un coup de tonnerre. Hein, dans le monde de la pub, c'est franchement un coup de tonnerre. Je pourrais crâner en disant je vous l'avais dit, ça marchera jamais et tout. L'abandon des cookies tiers, c'est quoi? C'est l'abandon de pouvoir trouver une trace entre votre surf, vos habitudes de surf, les sites que vous êtes allés voir, et de la publicité spécifique, ou en tout cas des goûts et des couleurs qui pourraient se rapprocher par rapport à ce que vous avez l'habitude d'aller chercher sur Internet. Alors comme tu l'as dit, effectivement, c'est au travers du fameux navigateur Google Chrome. Hein, ils ont à la fois la laitière, le système de distribution, la vache qui produit le lait, et puis toute la coopérative qui va avec. Donc oui, je pourrais crâner en disant que c'est pas une nouvelle étonnante, mais ça fait quand même quelques années qu'on se balade avec cette histoire de on va laisser tomber les cookies tiers. En gros, je vous la fais très courte. Google n'est pas arrivé à trouver un moyen d'anonymiser ou de couper effectivement cette information qui vous est propre par rapport à vos habitudes de surf ou quoi que ce soit. Il faut savoir que dans Google Chrome, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais en fait, le vrai débat, c'est pas que techniquement, on n'a pas trouvé le moyen de passer outre ce fameux enregistrement de ce petit fichier qu'on appelle les cookies et qui vont comme ça, sans forcément dire que c'est Seb, c'est Thierry, c'est Xavier ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir quand même rattacher quelques informations par rapport à votre personnalité et vos goûts. Là, Google laisse tomber parce qu'en fait, dans les tentatives qu'ils ont essayé de mettre en place, on a en fait reporté l'opérateur qui allait s'occuper de traiter ces données. Et ça gêne terriblement Google de se dire « Non mais attends, c'est un peu con, on est à l'origine de cette technologie, on a un navigateur, et il faut le savoir, Google, le moteur de recherche est quand même le moteur le plus utilisé dans le monde, en tout cas, il est bien placé, avec notre navigateur qui est de plus en plus prisé, on peut faire le lien avec justement les habitudes de nos consommateurs. On va pas quand même donner justement cette manne à quelqu'un d'autre pour pouvoir plus en profiter.
Donc, c'est un coup de tonnerre, mais c'est une vraie fausse nouvelle. On n'abandonnera pas l'usage des cookies tiers. On va probablement devoir trouver des subterfuges. Euh, Là, j'ai envie de penser à Firefox, c'est-à-dire de changer aussi nos habitudes de surf, c'est-à-dire de changer de crèmerie, de changer de navigateur. Euh, Avec certains membres des technos, on est fan de Brave, mais qui tourne sur un moteur Chromium. Edge. Mais voilà, exactement. Est-ce que Mozilla Firefox a quelque chose à jouer? Les enjeux financiers sont tellement énormes, sont tellement gros que ben voilà, rien ne change. Après toutes ces années, la conclusion, c'est que rien ne change. Mais il y a surtout aussi beaucoup de corps de métier, les annonceurs, les régies publicitaires, les grandes marques, qui sont aussi un petit peu peut-être à mettre la pression. Et puis, ce que vous réaliserez dans cet article, c'est que, ben, en fait, voilà, c'est une sorte, pas tout à fait un mea culpa, mais un constat de Google de se dire, non, on va pas couper cette immense manne financière, on va pas laisser tomber nos vieilles habitudes. Donc, qu'est-ce que sera fait, de quoi sera fait l'avenir? Je sais pas. Est-ce que ça va faire réagir les gens? Est-ce qu'on va changer nos habitudes? Est-ce qu'on va changer de navigateur? Voilà, je vous pose la question. À voir. Les cookies tiers, c'est vraiment une plaie. Pas plus tard que ce matin, j'allais sur un site web d'une grande radio généraliste française. Faut pas la nommer. Écouter la radio. Et par curiosité, plutôt que de dire « Ok, j'accepte tous les cookies », je dis « Non, je gère ». Et donc, je vais voir la liste 289 partenaires entre guillemets. J'adore le terme partenaire en plus. 289. Donc ça, c'est 289 cookies tiers. Donc tiers, ça veut dire ni de moi ni du site que je visite, un tiers, comme le nom, qui vont aller fourrer leur nez dans mon habitude de navigation. Si le navigateur peut bloquer ça, ben, on y gagne, nous, consommateurs, en matière de privacy. Mais il n'y avait pas un conflit d'intérêt entre Google Chrome qui voulait bloquer ça et Google Ads et Google Search qui vivent de la pub d'un autre côté. Enfin, c'était morné ce projet, non? Oui. Mais alors, moi qui ai la chance de côtoyer par exemple des agences dans ce milieu, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ouvertement c'est une connerie, c'est pas bien ou c'est morné. On n'a pas eu non plus, de mon point de vue ici en Suisse, j'ai pas vu beaucoup de gens, d'acteurs dans ce marché-là de la publicité en ligne, des gens travailler sur des alternatives, sur des solutions. Donc, c'est un parallèle qui n'a rien à voir, mais c'est un peu pour vous dire ce qui se passe ici en Suisse. Ça fait des années qu'on nous parle de la libéralisation du marché de l'électricité, mais rien ne change. Et donc, pour nous en Suisse, de se dire, bon, bah, on a attendu des années sur la promesse de Google de laisser tomber l'usage des cookies tiers, puis tout compte fait, ben, on a décidé de ne pas décider. Ça, c'est typiquement helvétique. Donc, je pense que chez nous, ça va pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que là, pour le coup, l'article parle d'un coup de tonnerre. Je suis très curieux de voir ce qui se passera dans les prochains mois à venir. Et puis, encore une fois, on m'enlèvera pas l'idée que cette annonce qui est faite en plein mois presque à la fin juillet, elle n'est pas faite maintenant par hasard. C'est tombé la nuit passée, hein, le 24 heure US, où Google a décidé de plus décider. Voilà. Quand tout le monde est en vacances, voilà, Xavier. Exactement. Xavier, ça t'inspire quoi? Moi, j'espérais enfin pouvoir me faire quitte de ces pop-up sur enfin, ces pop-up, on dit plus vraiment des pop-up, mais ces alertes qui nous demandent de désactiver les cookies. Et tu parlais des 200 partenaires tiers, 289 partenaires tiers. Il y a des sites qui ont en plus le culot, quand tu veux gérer toi-même les cookies, de ne pas avoir un bouton refuser tout, mais où tu dois aller sur chacun des partenaires ou en tout cas groupe de partenaires, désactiver. C'est absolument insupportable. Ce qui est illégal en Europe par la GRPD, mais pour les sites étrangers hors européens, évidemment, oui, c'est absolument insupportable. Et voilà, j'espérais me faire quitte de ça, mais donc effectivement, bon, voilà, tempête dans un verre d'eau, finalement,
sait pas pour tout de suite qu'on pourra se faire quitte de ça. J'avais une autre news Google cette semaine aussi. Le Google URL Shortener va rejoindre la longue liste des services Google au cimetière. Et décidément, il n'y aura plus beaucoup de place au cimetière. Donc le URL Shortener, c'est ce qui permet d'avoir une petite URL. Ils avaient un nom de domaine goo.gl, donc Google, et on mettait une longue URL et on obtenait une petite URL. Vous connaissez peut-être Bitly, qui est un acteur majeur dans ce domaine-là. En 2018, donc il y a 6 ans déjà, ils avaient annoncé la déprécation du Google URL Shortener. Et bien, 6 ans après, ils l'arrêtent vraiment, puisqu'à partir du 25 août 2025, donc l'année prochaine, on a encore un an, si vous avez distribué des URL goo.gl quelque chose, il arrêtera de répondre, donc vos URL ne fonctionnera plus. Et c'est ça le pire dans cette news-là, c'est que ça va casser des liens sur des sites web, des liens dans des PDF, des liens dans des présentations. Il faudrait vérifier avec Marc, mais il me semble que dans une autre vie de Les Technos, on utilisait ça aussi pour partager des liens avec nos auditeurs. Mais t'imagines ce que ça va générer? C'est fou, c'est complètement fou. Surtout que c'était probablement un des plus importants en matière de part de marché, donc il doit y avoir des millions de liens Google. Vous vérifiez vos liens, si vous êtes en Google, enfin le go.gl, vous avez encore un an pour changer. La lettre S. S comme les startups où on peut gagner de l'argent aux jeux vidéo. Oui, c'est pas nouveau ça, Xavier, le e-sport notamment. Effectivement, c'est un sujet qui parle d'e-sport, mais qui va apporter l'e-sport au grand public. Donc, moi, je lisais des news sur des startups. J'ai vu qu'il y a une startup, et c'est une startup française qui s'appelle Bogs, qui est l'abréviation de Based on Your Gaming Skills, qui veut en fait apporter la possibilité à tous les passionnés de jeux vidéo de gagner un petit peu d'argent avec leurs exploits dans les jeux vidéo. Alors, ça m'a interpellé parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui rêvent de pouvoir vivre des jeux vidéo. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus. Pour vous donner un chiffre, par exemple, en France, il y a 2 millions de joueurs français qui participent à des compétitions de jeux vidéo, mais il n'y en a que 150 à 300 d'entre eux qui parviennent à en faire une activité professionnelle principale. Donc c'est vraiment très très peu d'élus qui arrivent à en vivre. Et je trouve que cette start-up a eu une bonne idée. En fait, ce qu'il propose, c'est de mettre en quelque sorte une monnaie qui va servir dans leur application. Hein. On connaît ça avec les jeux vidéo où on va pouvoir acheter des crédits pour s'acheter des cadeaux, etc. Mais contre de la monnaie bien réelle. Ici, ils vont faire un peu le même principe. Donc, on va pouvoir acheter de la monnaie. Et l'idée, c'est qu'on va parier sur ses propres exploits, entre guillemets. Donc, alors, je vous laisse juger de la moralité de cette application, mais je trouve que l'idée en tant que business est vraiment très bonne. Donc on va parier sur ses performances entre guillemets, et donc un exemple concret, vous jouez dans un jeu où vous devez faire des kills, hein, donc tuer des adversaires, que ce soit avec des armes bien réelles ou bien des jeux un petit peu plus pour les jeunes, et en fonction de vos résultats, vous allez avoir un classement qui vous permet de gagner des récompenses dans cette fameuse monnaie. Alors en plus d'argent bien réel que vous allez pouvoir récupérer grâce à vos victoires, il y a un autre aspect, c'est l'obtention de bons de réduction. Donc, la start-up a mis en place des partenariats avec des sociétés qui va offrir en récompense des bons de réduction pour du matériel, pour des jeux vidéo, pour des achats dans des magasins de tout type, mais liés évidemment au gaming. Et la start-up indique que, en fait, pour ses partenaires, c'est aussi une opportunité parce que ces partenaires qui distribuent déjà des bons de réduction dans pas mal d'endroits, en fait, ont un taux d'utilisation des bons de réduction qui est assez faible. Mais
un gamer qui aura gagné en fait un bon de réduction aura tendance à l'utiliser plus fréquemment parce qu'en fait c'est une des récompenses qu'il a gagné et donc simplement il aura pour habitude de l'utiliser parce qu'il sinon il se dit qu'il perd sa récompense en fait. Donc je pense que c'est assez malin. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui rêvent de vivre un peu des sports, etc. et qui vont peut-être aussi, même s'ils vont gagner un petit peu d'argent avec ça, vont quand même se rendre compte que avant de pouvoir en vivre, il faudra un certain temps. Mais en tout cas, d'un point de vue purement business, je trouve que l'idée est très très bonne. Thierry? Tout ça, ça me fait penser à ces images. Je ne sais pas si vous les voyez autant que moi, mais je tombe sur des images affolantes de ce type de ferme de smartphones. C'est des racks entiers où en fait on peut piloter ça avec un ordinateur et on a des vrais smartphones ou des cartes mères de smartphones comme ça alignées comme ça dans des racks pour simuler des utilisateurs à faire toutes sortes d'actions, dont par exemple des jeux où il faut le plus de fois tapoter, gratter un truc ou tenir le doigt, peser sur l'écran pour justement gagner des récompenses. Parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu rêver l'idée de se dire on peut peut-être un petit peu gagner d'argent, faire des choses comme ça avec un service en ligne, un smartphone ou comme ça. Tu crains qu'il y ait des fermes en Chine ouais, je sais pas. J'ai envie de dire à qui profite le crime, parce que oui, c'est un modèle économique intéressant, mais en finalité, tu l'as dit, hein, Xavier, on va pas aller au resto tous les jours en gagnant avec l'argent qu'on va gagner. On va pas payer son loyer à la fin du mois, donc je sais pas. Mais ici, je pense que les fermes dont tu parles, ce sera pas vraiment possible. Ici, c'est plutôt des jeux vraiment où tu joues. Ce sont des jeux multijoueurs où tu dois avoir un classement entre joueurs et tu dois montrer ton classement. Et je tiens quand même à apporter une petite précision. Donc moi, j'ai parlé de cette news, mais personnellement, bon, j'ai des enfants à qui dont je surveille très fort l'utilisation des écrans et ce business est quand même, d'après moi, une incitation au pari, etc. Quand on voit les dégâts que font les paris sportifs dans la jeunesse, je pense que c'est une première étape vers cette habitude qui est très mauvaise. Et donc, moi, personnellement, je choisirais d'interdire ça à mes enfants, évidemment. Mais d'un point de vue business, je répète, je trouvais que c'était intéressant. Allez-y, les enfants, jouez. Les fins de mois sont difficiles. C'est papa qui prend les bénéfices. Faites-la avec les smartphones de vos parents, c'est encore mieux. C'est vrai qu'il y a une question de moralité là. Et d'un côté, on demande de passer moins de temps sur les écrans, de l'autre côté, on commence à nous rémunérer pour passer du temps sur les écrans. Je lisais dans l'article que tu as partagé, Xav, 11 salariés quand même qui travaillent pour cette start-up en France qui a levé plus de 100 000 euros. Ouais. Et c'est en bêta pour le moment. Et c'est en bêta pour le moment, disponible sur TestFlight, et ça serait disponible dans les App Store à partir de la rentrée au 1er septembre. Donc si vous êtes très bon à Fortnite, allez-y, c'est peut-être le moment. Et je crois qu'ils ont déjà levé quelques millions. De rentabiliser ça. Et je me permets de faire le lien avec une autre news e-sport qui est tombée ce matin, puisque cette nuit, le président français a tweeté, enfin sur X, a annoncé que la compétition Evo Sport se tiendra à Nice en 2025. Evo, c'est les Jeux Olympiques du e-sport. C'est une conférence de jeux en ligne. Ça attire plus de 10 000 participants. Je parle même pas des spectateurs, des gens qui jouent vraiment. Ça se fait typiquement à Las Vegas, ça s'est fait à Tokyo. Eh bien, l'année prochaine, ça sera à Nice, dans le sud de la France, le Evolution Championship Series. Vous avez déjà regardé ce genre de... Ouais, c'est fou. Non, j'ai pas regardé, mais j'ai vu un reportage il y a pas longtemps sur des compétitions d'e-sport et même si on n'est pas gamer, c'est quand même impressionnant de voir tout ce cheminement des joueurs et des sociétés qui sont derrière, etc. Je crois que c'est sur Netflix, qui est une très très bonne série, qui est documentaire, qui montre les coulisses d'un championnat e-sport. Ça doit être ça que j'ai vu. Je retrouve pas le nom, je suis désolé. Ok, e-sport Evo 2025, et puis on peut gagner maintenant de l'argent aux jeux vidéo avec la start-up française Box. La lettre suivante, on reste sur la lettre S. S comme Suisse, la Suisse qui se met
Enfin, Thierry, à l'open source. Oui, et c'est très drôle parce que Seb, tu faisais la remarque, mais personne parle de la fameuse panne de Microsoft, mais c'est bizarre. Ça m'étonnait de ne pas voir Ouais, CrowdStrike dans la liste des... C'est voilà, pas une panne de exactement. Microsoft, hein, mais on peut en On va, parler après. oui, Restons oui, sur on les va, news d'abord. on Que se va, on va, passe-t-il en Suisse et l'open source? on va boucler la boucle avec ça. Je vais vous parler du Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von beobachteten Aufgaben. L'EMBAG, Enchanté, voilà, comme tu dis. santé, qui a décidé effectivement d'exiger maintenant l'usage de logiciels open source. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les Word partout par OpenOffice ou quoi que ce soit. En fait, ça fait pas mal d'années qu'on essaye de pousser au niveau politique, au niveau fédéral même, l'usage de l'open source pour montrer de la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, avec un cas de figure bien précis, si effectivement ça amène des facilités à accéder à des informations un peu touchy ou quoi que ce soit, là, ça ne sera pas forcément applicable. Mais en gros, si je voulais la faire courte, la Confédération en a marre de faire appel à des prestataires externes qui sont très opaques ou trop opaques par rapport à des usages qu'on pourrait juger un peu plus simples. C'est-à-dire, en gros, c'est de pouvoir jouer la transparence au niveau du partage du code source qui a permis, par exemple, de mettre en place certaines gestions administratives de notre pays. Donc, ça peut être des services, ça peut être au niveau étatique, ça peut être même au niveau cantonal. Mais c'est une impulsion qui vient de tout en haut, hein, qui vient du fédéral pour imposer justement ce genre de choses. Alors moi, j'avais déjà vu des tentatives qui étaient venues par le bas, par le biais des cantons, voire même des régions. Il faut savoir que par exemple, la police scientifique vaudoise, qui, pour la petite histoire, est peut-être même à l'origine de la naissance de la police scientifique dans le monde, puisque si on revient très très en arrière, on trouve des traces justement de méthodologie, de workflow, de façon de travailler, par exemple, sur des scènes de crime, issues justement de travaux de recherche ici en Suisse. Par exemple, pour revenir à ce que je vous disais en open source, euh, c'est la ville de Lausanne ou c'est le canton de Vaud. Ouais, c'est plutôt le canton de Vaud, hein, des 26 cantons que compose notre pays, qui a décidé effectivement de travailler sur de l'open source, sur par exemple de la gestion de cas criminels. Alors je ne sais pas si c'est pour recenser des pièces à conviction, si c'est pour traiter, vous savez, ce mind mapping pour savoir il y a telle ou telle personne, il y a tel ou tel lien de parenté ou de business avec tel ou tel individu, etc. Et donc, du coup, ça avait marqué ses esprits, parce que je vous parle de ça il y a plusieurs années en arrière. Mais il y a une volonté au niveau de la Confédération de vraiment maintenant l'imposer au niveau suisse, parce qu'on a beaucoup trop de prestataires externes qui viennent sur des solutions informatiques trop fermées, trop opaques, trop contraignantes aussi. Et puis c'est surtout aussi au vu du respect du concitoyen de pouvoir dire, ben voilà, là par exemple, ce service est géré par tel outil informatique, le code source, il est là, et on va même dans ce projet qui est plus tellement un projet, puisque maintenant c'est un cas d'école hein, qui va, je pense, un petit peu bouger ou faire bouger nos pays voisins. Eh bien, on va même jusqu'à faire que ce travail de transparence va impliquer l'utilisateur. C'est-à-dire que, en gros, euh, on peut imaginer peut-être que le stockage de certaines données ou certains processus administratifs, on explique à l'utilisateur, au citoyen suisse, comment la data elle est traitée ou comment ça fonctionne, pour que peut-être, lui, à l'échelle de l'utilisateur, il puisse aussi faire évoluer ce genre d'outil. Pas plus tard qu'il y a quelques dizaines de minutes juste avant de commencer cet enregistrement, j'ai voulu eh bien, simplement déplacer le rendez-vous d'un rendez-vous technique. Je ne sais plus comment ça s'appelle en France. Chez nous, on appelle ça l'expertise, c'est-à-dire que tous les 3 ans, un véhicule qui roule est obligatoirement représenté au service technique. Le contrôle technique. Le contrôle technique, voilà. Nous on appelle ça l'expertise, voilà. C'est un contrôle technique. Et puis vous recevez une convocation et puis vous avez par exemple la possibilité de repousser si voilà il y a un petit conflit d'agenda, vous pouvez repousser un maximum un mois plus loin. Eh bien que ne fut pas ma surprise de me dire
génial, ce service est de plus en plus proposé dans plus en plus de cantons. Il faut savoir que c'est pas le cas partout. Bah oui, ça c'est la Suisse. Mais quelle tristesse d'arriver sur un site qui ne fonctionne pas sur smartphone. Vous imaginez ce truc où vous devez zoomer dedans. C'est écrit dans les années 80. Tout est moche. Tout est fait pour vraiment vous dégoûter de l'usage de cet outil qui est tout sauf ergonomique. Voilà. Donc, ça va peut-être aussi amener ça. C'est-à-dire que l'input de l'utilisateur va pouvoir compter dans la balance. En tout cas, la Suisse, ici, c'est nos amis de ZDNet qui le disent, apparaît comme une espèce de pionnière en la matière, puisque c'est carrément inscrit dans la loi. Que ce au niveau fédéral, donc. Au niveau fédéral, c'est carrément le pays. Après, pour le fonctionnement de mon pays, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours un petit peu compliqué de faire que depuis le fédéral, on arrive après à distiller la même chose, les mêmes usages, les mêmes façons de faire pour chaque canton, puisque chaque canton a sa propre autonomie. Mais c'est un sacré grand pas, oui, pour l'informatique ici en Suisse. Et puis, ça nous ramène à la news de Microsoft, parce que effectivement, qui dit open source dit plus forcément de solutions propriétaires. Oui, mais attends, la news ici, c'est que les gouvernements, ou les organismes gouvernementaux qui écrivent du software doivent le publier en open source. Oui. On ne parle pas d'utiliser pour leur bureautique, c'est ça. Interne. C'était la question que j'avais, c'était est-ce qu'ils vont imposer à c'est ce que je vous ai dit, tous les outils ça ne va pas remplacer Word. Non, mais parce que les IT managers sont toujours à se cacher derrière cette non-prise de risque en se disant c'est quoi le plus gros acteur? Ah, c'est eux. Allez, on achète ça, ça coûte cher, et puis départ. Mais on a vu, et tu as des chiffres intéressants, parce qu'effectivement, il y a des articles intéressants qui sortent en disant, eh bien, ceux qui sont aguerris à être ouverts à l'usage d'autres outils n'ont pas été aussi impactés, ont su très vite réagir, là où on a vu des avions, des magasins, des banques bloqués complètement, avec, si je ne fais pas de bêtises, juste la mise à jour d'un driver qui suffisait de pouvoir effacer si on voulait redémarrer son ordinateur. Mais tu as des chiffres intéressants. Si on fait une petite parenthèse en fin d'épisode sur l'affaire CrowdStrike qui a immobilisé des milliers d'avions, qui a laissé la bourse de Londres fermée, qui a empêché des chaînes de télé d'émettre la semaine passée, c'est la mise à jour... une tonne de mèmes. C'est la mise à jour d'un antivirus, pour faire simple, ce qu'on appelle des endpoint protection, donc ces outils qui servent à vérifier qu'il n'y a pas d'activité louche sur des serveurs ou sur des postes clients, en analysant des fichiers, mais en analysant les comportements des applications aussi, et notamment celui de CrowdStrike qui s'appelle Falcon Agent, qui fonctionne comme un driver, tu l'as dit, au niveau du kernel. Et il y a deux choses. Il y a des chiffres intéressants qui ont été publiés très récemment. Il n'y a que 0,6% des PC Windows, des machines Windows dans le monde entier qui ont été impactées par cette mise à jour qui a fait planter les serveurs. Et voyez le chaos qu'il y a eu avec 0,6% des serveurs impactés. Imaginez 2, 3, 4, 5, 10% des serveurs impactés. Vous êtes à l'hôpital, etc. Et puis aujourd'hui, CrowdStrike a commencé à publier le post-mortem, donc l'analyse de ce qui s'est passé. Et ils expliquent que c'est pas le driver lui-même qui a été mis à jour, c'est un fichier de configuration. Et ils expliquent que leur système d'intelligence, il fonctionne à deux niveaux. Un premier niveau, c'est du code qui est envoyé avec des releases, version 1.1, 1.2, etc., testé, déployé d'abord sur des bêta-testeurs et puis déployé progressivement dans le monde, etc. Et ça n'a pas bougé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a une version stable qui fait ce qu'elle doit faire. Mais pour rester toujours réactif, puisqu'ils doivent détecter des comportements malicieux, donc des nouveaux malwares, des choses comme ça, ils ont aussi un fichier de configuration qui peut être poussé à leurs clients. Et le driver stable va lire ce fichier de configuration pour essayer de détecter et de rapporter des nouvelles données de télémétrie pour détecter ou pour bloquer des nouveaux malwares. Et il y avait une erreur dans ce fichier de configuration qui faisait que le code qui lisait le fichier de configuration plantait.
Et ce fichier de configuration, ils le poussaient d'un coup à tous leurs clients, contrairement aux bonnes pratiques de déploiement où on déploie d'abord sur X%, on attend un jour, on déploie X%, etc. Là, c'était juste un fichier de configuration. Donc, c'était envoyé d'un coup à tout le monde. Et dans leur post-mortem, ils expliquent que ce fichier de configuration a été pris par les systèmes qui étaient en ligne entre telle heure et telle heure. La fenêtre de temps, c'est 1h10. 1h10. Après, ils se sont rendus compte de l'erreur, ils ont arrêté d'envoyer ce fichier de configuration. Donc 0,6% des machines Windows dans le monde qui étaient connectées à ce moment-là et qui étaient clients de CrowdStrike, tout le monde n'est pas client de CrowdStrike, ont pris ce mauvais fichier de configuration qui a causé l'explosion de Windows, puisque Windows avait une erreur au niveau kernel, donc il ne s'est pas récupéré de ça, et ça fait l'écran bleu qu'on connaît. La solution, c'était d'aller redémarrer en safe mode, d'aller effacer ce fichier de configuration, et puis de redémarrer. Très facile à dire quand on a un PC à la maison sur son bureau, mais quand on a des fermes de centaines, de milliers de serveurs dans le cloud, il a fallu attendre que les cloud providers sortent des outils pour automatiser le bousin, comme dirait l'autre Sébastien. Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? C'est important que les gens comprennent bien, les personnes qui maîtrisent pas trop le sujet, comprennent bien qu'ici, c'est pas un problème de Windows, contrairement à ce qu'on peut croire quand on connaît pas le sujet. C'est vraiment un prestataire externe qui a causé cette panne et Microsoft a subi quelque part ça. Alors, il y a des comparaisons qui sont faites avec d'autres systèmes comme Linux et évidemment macOS où ce genre de choses n'arriverait pas parce que effectivement macOS vérifie d'abord tout ce qui est publié sur ces App Store, les applications, etc. Oui, mais un fichier de configuration. Ce qui est pas le cas de Windows, mais ici, voilà, Windows laisse la possibilité aux gens d'installer des drivers, d'installer des programmes qui peuvent faire tout et n'importe quoi. Et donc, en fait, chaque personne est responsable de ce qu'elle installe sur son ordinateur et prend la responsabilité que ces logiciels puissent avoir des bugs. Oui, mais comme le dit, excuse-moi Xavier, mais comme le dit Seb, ça à l'échelle de l'individu, tu peux peut-être arriver à trouver des solutions, tu peux comprendre que tu as envie de chercher et puis de trouver par toi-même comment régler ça. Mais on a vu des cas, par exemple, des compagnies d'aviation où tout ce qui était affichage, gestion, etc. Là, on est en face d'utilisateurs qui ont beaucoup moins d'accès sur la machine elle-même. Et je ne parle pas d'un accès physique, des droits d'utilisation, des droits d'administration, des choses comme ça. C'est vrai que la solution semblait toute simple. On démarre en mode sans échec, on allait effacer ce petit fichier, on redémarrait l'ordi et c'était réglé. Comme ça, sur le papier, ça a l'air super plaisant. Mais c'était drôle de voir des compagnies d'aviation, les mecs étaient revenus au papier pour faire les billets d'avion, pour quand même faire l'embarquement. Oui, l'impact est énorme. C'est juste pour que les gens comprennent bien que c'est pas un bug de Windows, c'est un bug d'un logiciel tiers, quoi. J'ai des collègues qui devaient payer leur hôtel, sortir le vendredi matin et reprendre un vol. Même payer à l'hôtel, c'était compliqué. Tous les systèmes de hôtel dans lesquels ils étaient down. L'hôtel avait ressorti les sabots, vous vous souvenez, les trucs où il faut scanner, gratter la carte de crédit sur du papier carbone pour avoir l'empreinte de la carte de crédit. Donc on en était retourné à ce stade-là pour les clients impactés. Quand vous dites que c'est pas la faute de Microsoft, moi je mettrais quand même un bémol. Parce qu'au XXIe siècle, en 2024, il y a quand même moyen de concevoir des kernels de systèmes d'exploitation qui peuvent tant soit peu se protéger de l'erreur d'un driver. Un driver, ça peut planter. Microsoft ne pourrait mettre en place des systèmes qui font que leur kernel est un peu plus immune, pour reprendre un anglicisme, aux drivers et les isoler si jamais ça plante, voire remettre des redémarrages automatiques qui, en phase de redémarrage, isolent la partie fautive pour que la machine, elle plante, mais elle redémarre dans un état stable qui permet de continuer de travailler. Il y aurait moyen... peut-être que ce sont des pistes qui vont être explorées aussi. Alors, je maîtrise pas le sujet, mais j'ai lu une news là-dessus et malheureusement, je ne me souviens pas des détails, mais où apparemment, même si c'est faisable,
il ne pouvait pas le faire pour une certaine raison. J'ai oublié cette raison, donc si vous retrouvez la news, mettez-la en lien ou autre, mais il y avait une raison bien précise pour laquelle Windows ne serait pas en mesure, pas technique, mais de faire ça. Une des raisons, c'est la compatibilité. Une des forces de Windows, c'est de prendre un binaire qui était compilé pour Windows 3.1 et de le mettre dans une machine moderne, et le truc va démarrer et l'application va fonctionner. J'ai essayé récemment j'ai retrouvé mon projet quand j'étais à l'UNIF, un point .exe. Eh bien, ça marche. Le plus dur, c'était de trouver un lecteur de disquette. Ben oui, c'était ça le problème. Non, heureusement, il était uploadé sur un serveur et j'ai pu le télécharger. Non, parce que sinon, effectivement, c'est ça le problème, c'est d'avoir le lecteur de disquette. Mais c'est ça aussi, c'était l'accès physique. Mais c'est fabuleux, cette capacité de Windows de faire tourner des softs qui ont presque 30 ans maintenant, voire plus. Mais oui, comme tu dis, Thierry, un des problèmes de la semaine passée, c'est qu'il fallait un accès physique à l'ordinateur pour les redémarrer. Et quand il y en a des milliers, ça prend du temps. Oui, l'accès physique, les droits d'accès, le niveau d'autorisation de tel ou tel utilisateur, non, c'est clair que c'était... Mais ça a fait réagir, je pense, pas mal de gens sur cette dépendance. Est-ce que cette réflexion va aller jusqu'au niveau de l'IT manager? Parce que là, on parle de Microsoft, mais je pense tout de suite à des grands ERP, à des grands CMS, des outils de très très pointu de fonctionnement de société. Je vois encore beaucoup dans mon entourage professionnel de gens, d'IT managers, de responsables qui font des choix sur du très lourd, du très cher, du très propriétaire, parce que ces personnes-là, qui sont des personnes clés, ne vont pas prendre le risque de partir forcément sur quelque chose d'un peu moins, on va dire, un peu moins grand, un peu moins... Voilà, exactement. Juste pour la petite histoire, j'ai essayé de retrouver, pendant qu'on discutait, l'origine de macOS. C'était du Unix. Et moi, j'avais travaillé sur Unix System 5, et je ne sais pas si c'était celui-là ou du BSD, mais effectivement, maintenant, macOS est partiellement open source. C'est peut-être là aussi, pour faire le lien avec ma news par rapport à la Suisse, une piste de solution, c'est cette transparence du code sur comment c'est fait, comment ça marche, et comment on pourrait justement travailler pour qu'on puisse faire qu'il y ait plus de contrôle ou plus de, comme tu disais, Xavier, plus de prise en compte en amont, pour que quand on balance les releases, ça se passe bien, ça fonctionne, et puis il n'y a pas de risque derrière. Juste sur macOS, c'est le kernel qui est open source et les couches basses, Darwin, et c'est pas vraiment open source. Il publie le code source après publication. Quand tu as 10.5 qui sort, on te drop, tiens, ça c'était le code. Donc c'est pas vraiment de la défication de l'open source. Et oui, c'est un Unix BSD à l'origine. Xavier, tu voulais rajouter quelque chose aussi? Alors, ce que Thierry annonce est très juste, mais je pense que malheureusement, c'est pas une solution qui va éviter des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir un logiciel open source, des bugs, il peut toujours y en avoir. Oui. Et l'intérêt de l'open source, c'est de pouvoir corriger les bugs. Mais ici, en fait, je pense que des très grosses boîtes qui ont pris des bonnes habitudes, mais ça nécessite de mettre de mettre des moyens en œuvre qui sont importants, et que tu parlais d'un moyen de paiement pour un hôtel. Les hôtels n'ont pas ce genre d'infrastructure. Mais en gros, la solution, c'était d'avoir des environnements où tu fais d'abord un environnement de test pour toutes les mises à jour que tu appliques, et finalement tu mets en production cet environnement seulement une fois qu'il a été testé, et les boîtes qui font ça n'auront pas été impactées par ce problème parce qu'elles s'en seront rendues compte. Le problème, c'est toutes les grosses ou les petites boîtes qui n'ont pas mis en œuvre ces moyens, qui appliquent la mise à jour en faisant une confiance aveugle, et qui du coup sont tombées dans le problème. Tu pourrais avoir la même chose avec une mise à jour de Windows ou même de Mac, qui déploie un bug, et si tu appliques la mise à jour en production, tu n'es pas à l'abri d'un problème similaire à celui-ci. Donc la seule solution, c'est d'avoir un environnement de test au préalable. Pire que ça, la mise à jour s'appliquait toute seule. C'est CrowdStrike qui va télécharger son fichier de config pour se tenir à jour. C'est comme un antivirus. On a intérêt à ce qu'il soit à jour le plus rapidement possible et limiter les barrières au déploiement, et on a vu la conséquence sur le monde. Mais ça rappelle notre dépendance finalement au monde numérique, en se disant voilà le bordel,
le chaos qu'il y a eu, avec 0,6% des serveurs Windows touchés. Je dis des serveurs parce que c'est essentiellement des serveurs, des postes ou des postes qui servent dans des entreprises. C'est pas un logiciel que monsieur et madame tout le monde installe. Si vous avez Windows à la maison, il y a très peu de chances que vous ayez été impacté la semaine passée. Les podcasts de l'été, c'est terminé. Merci Thierry, merci Xavier, avec cette longue parenthèse à la fin où on a dérivé de l'open source vers les problèmes de dépendance du monde moderne dans tout ça par la Suisse. En passant par la Suisse, évidemment, c'est le seul chemin pour y arriver, hein, Thierry. Dans deux choses qui sont différentes dans les technos de l'été. D'abord, vous ne voyez pas, il n'y a que le son, c'est normal. Tapoter. On a du mal aujourd'hui. Ne tapotez pas sur le bord de l'écran. Il n'y a pas d'image, c'est normal. On l'a pas enregistré. L'autre chose, c'est qu'on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc c'est une fois toutes les 2 semaines. Okay. Ça sera Benoît et Aurélien qui seront là dans l'épisode qui sera publié le vendredi 9 août. Thierry, on te retrouvera encore une fois avant la fin des vacances, l'épisode de fin août, et puis Xavier et moi. Quel plaisir d'enregistrer à poil. C'est top. À la rentrée. on va aller siroter un petit cocktail. La même chose la semaine passée. Dans l'épisode de la semaine passée. C'est le fantasme des chroniqueurs des technos. Et dans 2 semaines, vous retrouverez Marc qui sera de retour également. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À dans 2 semaines. Salut. Ciao, ciao. Salut à tous.